Bonjour à tous les premières, je fais cette vidéo donc avec un petit peu de retard, simplement pour vous donner le contenu du cours qui a eu lieu mercredi de 14h à 15h30, mercredi de cette semaine, de la semaine passée, hein, donc on était le mercredi, si je ne dis pas de bêtises, mercredi 7 avril. On se retrouve pour la suite des opérations le mercredi 28 avril, donc pour la suite de ce chapitre. C'est le chapitre d'histoire H3, la Troisième République, un régime, un empire colonial. Par ailleurs, je vous rappelle que j'attends pour la fin de semaine vos devoirs maison en géographie. Alors du coup, on a commencé par de la vidéo et de l'analyse vidéo. Les vidéos, je vous les mets en lien dans la description et je vous invite vivement à regarder ces vidéos et à répondre aux questions en parallèle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, idéalement, ce qui peut être bien, c'est que vous arrêtiez ma vidéo, que vous alliez voir les vidéos directement, que vous alliez voir les vidéos donc directement dans le lien, dans la description, et que vous fassiez les exercices en rapport avec les vidéos avant de voir la correction qui va avoir lieu ici sur cette vidéo. Donc H3, la Troisième République, un régime, un empire colonial. Alors, lorsque la guerre entre la France et la Prusse débute, question 1, qui dirige la France et depuis combien de temps? Eh bien, celui qui dirige la France, c'est Napoléon III depuis 1852. Rappelez-vous, on l'avait vu dans le second chapitre d'histoire, 1852, la mise en place du Second Empire. Et Napoléon III dirige la France jusqu'en 1870. C'est à la suite d'une défaite militaire, défaite face à la Prusse, que l'Empire s'effondre et que la Troisième République naît. Alors, dites-vous que peu de temps avant, l'empereur avait fait de nouveau un plébiscite pour faire approuver ses réformes et puis pour conforter son pouvoir, déclarant notamment que le pouvoir serait confié à son fils. Et en France, le oui, lors de ce plébiscite, va l'emporter avec 7 millions de voix contre 1,5 million de voix contre cette mise en place d'un empire plus fort et conforté parce que succession à l'empereur faite par son fils. Alors les républicains à ce moment-là sont dépités, vous avez des républicains comme Gambetta qui disent que l'empire est plus fort que jamais, et puis Jules Favre dit qu'il n'y a plus rien à faire en politique. Beaucoup pensent que l'empire est là encore pour longtemps. Alors l'empire est là pour longtemps, en fait non, puisque en 1870 débute la guerre face à la Prusse, et les combats pour les Français se passent extrêmement mal. Les Français subissent de nombreuses défaites, l'armée est mal préparée, contrairement à ce qui était pensé par l'état-major, et la France mobilise 260 000 hommes, 265 000 hommes contre 600 000. En 6 semaines, la guerre est perdue. Le 6 août, les Français sont défaits en Alsace, à Freuchwiller-Wörth, dans le nord de l'Alsace. Dans le même temps, le maréchal Bazaine et son armée sont encerclés et enfermés dans la ville de Metz. Et puis, le 2 septembre, Napoléon III est lui fait prisonnier à Sedan. L'Empire de fait n'existe plus. Et le 4 septembre, la République est proclamée. Donc, pour la question 3, le 2 septembre 70, l'empereur est fait prisonnier. Que se passe-t-il durant le mois de septembre 70? Eh bien, durant le mois de septembre 70, au fur et à mesure, Paris va être assiégé. Les Prussiens vont avancer vers Paris. Une fois les batailles gagnées en Alsace, en Lorraine, ils avancent vers Paris et Paris est assiégé. Et là, vous avez une représentation de la queue devant une boucherie municipale à Paris en 1870. Alors, durant cet épisode, que mangent les Parisiens? Eh bien, les Parisiens vont manger un petit peu tout ce qu'ils vont trouver. C'est-à-dire qu'on va même manger les animaux du jardin des plantes. Ici, vous voyez l'éléphant qui se fait abattre.
On va manger les éléphants. Pour les plus pauvres, les chiens, les chats. Les rats vont être mangés également. Donc les Parisiens mangent un peu ce qu'ils trouvent en cette période, donc durant le siège de Paris par les Prussiens. Qu'est-ce que la garde nationale? Alors la garde nationale, on l'avait déjà sous la Révolution, ce sont ici des Parisiens qui vont défendre la ville de Paris aux côtés de l'armée régulière. Léon Gambetta, à ce moment-là, lorsque Paris est assiégé, va quitter Paris. Il va quitter Paris en ballon dirigeable. Il quitte Paris en ballon dirigeable afin de trouver donc des renforts, rassembler de nouvelles troupes en province. Il part pour la ville de Tours. Et donc ça a fait grand bruit à l'époque, le départ de Léon Gambetta d'un Paris assiégé vers Tours en ballon dirigeable. En janvier 71, les Allemands, enfin les Prussiens, ont gagné la guerre, ou presque. Bismarck fait alors fonder l'unité allemande. Il fait proclamer l'unité de l'Allemagne et Guillaume Ier devient l'empereur allemand. Et les Allemands, les Prussiens, qui deviennent les Allemands en rassemblant tous les provinces d'Allemagne, les Prussiens vont se rassembler au château de Versailles. Et donc, vous avez à ce moment-là Guillaume Ier qui devient empereur d'Allemagne, avec Bismarck, qui est son premier ministre, si vous voulez, qui le fait proclamer empereur. Que se passe-t-il le 28 janvier 71? Eh bien, le 28 janvier 71, peu de temps après, les Français se rendent et signent l'armistice. La fin des combats, pour un temps. Les conséquences pour la France sont diverses. La France va être occupée, payer 5 milliards de francs or à l'Allemagne, et puis de plus, la France va devoir céder l'Alsace et la Lorraine, ou plutôt l'Alsace et la Moselle. Cette tache noire, comme le montre ici le tableau d'Albert Bétanier, elle ne va pas passer du côté français. Et pendant longtemps, jusqu'au début des années 1900, puisque la Première Guerre mondiale débute en 1914, les Français vont avoir soif de revanche. Et les enseignants, notamment ceux d'histoire-géographie, vont avoir la charge d'inculquer aux élèves cette idée de revanche, de nationalisme et de patriotisme. Un livre de l'époque d'Ernest Lavis, disait aux petits Français, donc les écoliers de France, ce livre leur disait « Tu aimeras la France, car la nature l'a faite belle, et l'histoire l'a faite grande. » L'idée de rassembler histoire et géographie participe également à ce sentiment de revanche. Il faut récupérer l'Alsace et la Moselle pour les Français. Et ça va entraîner la Première Guerre mondiale, excusez-moi. Ça va entraîner la Première Guerre mondiale, puisque ce sentiment de revanche va être insufflé à tous les jeunes Français, qui sont ceux qui vont combattre notamment en 1914. Voilà, en 1871, vous avez la fin de la guerre franco-prussienne. La France verse une forte indemnité. Et les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et puis la Moselle, un peu la Meurthe également, quelques communes des Vosges deviennent allemandes. À la suite, la question numéro 11, les Parisiens vont se sentir trahis. Alors, petite explication, la France qui signe le traité de paix, qui s'incline, c'est une France qui est majoritairement royaliste, enfin monarchiste. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont pour la monarchie, mais les monarchistes étaient favorables à la paix. Et les gens ont voté massivement pour ceux qui étaient favorables à la paix, sachant qu'ils ne voulaient plus poursuivre cette guerre. Ceux qui étaient les plus partisans de la poursuite de la guerre face à la Prusse étaient les Parisiens, qui ont payé
qui ont payé un lourd tribut durant le siège de Paris, et également les Alsaciens, les Mosellans, qui eux étaient donc attrapés, qui étaient enlevés à la France par l'Allemagne naissante. Les autres, pour des Bretons par exemple, c'est une guerre qui est lointaine. Valait mieux pour certains arrêter cette guerre. Et ce qui explique la victoire nette des monarchistes aux élections. Aux élections, effectivement, l'armistice est signé et puis les élections ont lieu et les Français votent pour ceux qui sont favorables à la paix. Les royalistes ont le pouvoir, ont la majorité du pouvoir, vous voyez ici, le 8 février 1871. Les Français, les Parisiens notamment, se sentent trahis parce que eux, ils ont combattu, ils ont défendu leur capitale, leur ville, et le gouvernement accepte la défaite et permet notamment à l'armée prussienne de défiler sur les Champs-Élysées, ce qui est vécu comme un affront, une humiliation par les Parisiens. Le 18 mars 71, on marque encore un pas dans l'indignation des Parisiens, puisque les Parisiens s'étaient défendus avec des canons. Le gouvernement d'Adolphe Thiers, Adolphe Thiers, je précise bien, envoie l'armée récupérer les canons qui ont servi aux Parisiens. Les Parisiens refusent qu'on leur prenne leurs canons et se met en place donc une révolte à Paris. Une révolte, les Parisiens vont barricader la ville, et puis il va y avoir des élections à Paris pour élire les membres de ce qu'on appelle la Commune. Les gens de la Commune sont majoritairement des gens de la gauche, voire de l'extrême gauche révolutionnaire. On va y trouver des ouvriers, des artistes, et les idées de la Commune sont très, très marquées à gauche à l'époque. Par exemple, rappelez-vous, on parlait notamment, et on va y revenir, on parlait durant la Deuxième République, nous parlions des ateliers nationaux. La Commune reprend plus ou moins l'idée de ces ateliers nationaux et du droit au travail. Alors les personnes favorables à la Commune, on les appelle les fédérés ou les communards. Et puis les mesures prises, ce qu'on disait, les ateliers de production vont être réquisitionnés et gérés par les ouvriers. Les loyers vont être gratuits, ce que vous pouvez voir sur la deuxième image ici. Et puis les salaires vont doubler pour certaines professions, comme les instituteurs, et les écoles vont devenir gratuites, obligatoires et laïques. C'est ce que vous voyez sur la première affiche. Pour info, c'est les écoles gratuites, laïques et obligatoires. On parle beaucoup de Jules Ferry. Jules Ferry, c'est 1881, soit 10 ans plus tard. 10 ans avant les lois de Jules Ferry, qui étendent ça à l'ensemble de la France, la Commune de Paris met déjà en place, expérimente donc les écoles gratuites, laïques et obligatoires. Bien sûr, la Commune qui vit en autonomie, ça fait réagir le gouvernement officiel. Et le gouvernement officiel envoie l'armée pour reprendre la ville de Paris à cette époque. Voici Adolphe Thiers, deuxième président de la République française après Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le premier président de la Troisième République. Ses détracteurs, ses ennemis l'appelaient notamment le nabot malfaisant, en raison de sa petite taille, ou alors Mirabeau-Mouche. Le 21 mai 1871, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est simple, l'armée, les Versaillais, entrent dans Paris. Et c'est le début de la semaine sanglante. Tous ceux qui ressemblent à des révoltés communards sont fusillés. Et les communards, eux, vont réagir en tuant des prisonniers, comme l'archevêque de Paris, ou alors en mettant le feu à certains bâtiments. Exemple, l'hôtel de ville, ou bien encore le palais des Tuileries, qui aujourd'hui n'existe plus. Mettre le feu à certains bâtiments. Et enfin, la Commune finit, du moins s'achève le 28 mai 1871.
Il y a entre 10 000 et 20 000 Parisiens qui sont morts au combat et 43 000 personnes ont été emprisonnées. Et là, vous avez une représentation du mur des fédérés dans le cimetière du Père-Lachaise, puisque les derniers communards ont été exécutés, fusillés devant ce mur au cimetière du Père-Lachaise. Ainsi, la Troisième République 1870-1940 naît le 4 septembre 1870 à la suite de la défaite de Sedan. Défaite de Sedan qui voit Napoléon III être fait prisonnier par les Prussiens. Les premières élections mises en place donnent la victoire à des monarchistes favorables à la paix avec la Prusse et hostiles à la République. Le 18 mars 1871, lorsque Thiers veut faire retirer les canons qui ont servi à la défense de Paris, les Parisiens se révoltent et c'est le début de la Commune de Paris. Celle-ci va durer 2 mois et finira par être matée au mois de mai 1871 durant la Semaine sanglante. Et donc la Commune de Paris, il s'agit d'un gouvernement révolutionnaire et populaire dirigeant de manière autonome la ville de Paris de mars à mai 71. Et cette Commune de Paris est guidée par un idéal de république sociale, anticléricale donc contre l'Église et libertaire donc favorable aux libertés du peuple. Comment la République, un régime démocratique, parvient-elle à s'enraciner tout en mettant en place un système colonial? Problématique de notre chapitre. Grand 1, fonder la République. Petit a, installer la République. 1870-1879. C'est ici que nous commencerons la seconde partie du chapitre. C'est à partir de là que nous travaillerons donc sur différents documents à partir donc du 28 mai. Voilà pour ce cours qui est relativement léger, sachant qu'il y a des vidéos à regarder par ailleurs. Je vous invite vivement à regarder ces vidéos avant le 28 mai. Le 28 avril, excusez-moi. Et puis, je vous invite donc à me transmettre dans la semaine vos devoirs maison de géographie. En cas de question, je reste bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter soit via MBN, soit via Discord, soit via vdbhistoiregeoemc@gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bonnes vacances à vous aussi.